seule personne qui avait 5 ans qui était haut de même, puis quand il me demandait qu'est-ce que tu vas faire plus tard, je répondais politicien. On a fait 10-15 ans, si c'est pas plus, de combats pour avoir nos terrains avec la CPTAQ, et tout d'un coup, t'es prêt pour la loi sur les milieux humides. Bienvenue à Maires et Mairesses. Dans cet épisode, on parle de la plus petite des municipalités de la MRC de Portneuf en population, Saint-Gilbert, un peu plus de 300 personnes. 99,7 de sa superficie est en zone agricole. Il n'y a donc pas beaucoup de place pour la construction de nouvelles maisons. Pas de parc industriel non plus. Le maire, Daniel Perron, est un propriétaire de terres agricoles et de forêts. Il est tombé tout petit dans la marmite politique. Quand j'ai commencé en 99, je prenais le siège de mon père en plus, qui lui avait été là pendant 25 ans sans interruption et sans élection aussi, je le précise. Mais je partais avec une base toujours, c'est moins difficile que quand on part de zéro. J'étais la seule personne qui avait 5 ans qui était haut de même, puis quand il demandait qu'est-ce que tu vas faire plus tard, je répondais politicien. Je pense que vous ne pognerez pas grand jeune qui vont nous aller dire ça à cet âge-là. Daniel Perron lui-même a été élu par acclamation, c'est-à-dire sans opposant. Ça semble être la norme à Saint-Gilbert. Parce qu'aux élections de 2001, les 6 conseillers aussi ont été élus par acclamation. Et 5 d'entre eux y étaient déjà dans le mandat précédent. Daniel Perron n'a pas siégé en continu au Conseil depuis son arrivée en 1999, mais l'un dans l'autre, il a fait 15 ans comme conseiller avant de devenir maire en 2021. Il siège sur plusieurs comités en plus de son travail de maire, notamment sur celui de la CAPSA, l'organisme de bassin versant qui s'occupe, entre autres, de la rivière Sainte-Anne. On le voit ici pendant la visite d'un aménagement de rive. Il n'y en avait pas beaucoup des arbres. Nous autres, on a tout reboisé, on a tout intégré. Une de ses préoccupations majeures, qu'il partage d'ailleurs avec presque tous les maires et mairesses qu'on a rencontrés, ce sont les limites aux nouvelles constructions. Entre la loi sur la protection des terres agricoles et celle sur les milieux humides, il y a de quoi se perdre. C'est un immense milieu humide, puis c'est un milieu humide. Nous l'avons filmé pendant une rencontre avec le président de la CAPSA, Sylvain Jutras. Il était question d'un cas particulier à l'extrémité ouest de Saint-Gilbert. Juste la petite bande de chaque part. Peut-être que pour la maison puis pour la fosse septique, ils vont dire une déclaration de conformité va être correcte. Pour la maison, pour le garage, mais pour la fosse septique, oh, ben là, peut-être que ça va prendre une compensation du temps. C'est un îlot déstructuré, ce qui est une façon de dire que tu as une exception légale de construire des résidences dans une zone agricole. C'est ça, un îlot déstructuré. On avait eu l'îlot déstructuré de 80 terrains à la base, au début. Je pense que c'était en 2008, si ma mémoire est bonne. Et tout ce qui était partie nord, depuis ce temps-là, la loi sur les milieux humides est arrivée et bien, on en a perdu plusieurs parce que, étant donné que ça devient déclaré humide, bien là, tu sais pas, es-tu capable de construire ou t'es pas capable de construire? C'est sûr qu'on a besoin de ces terrains-là pour se développer. Quand tu as 300 de population, bien, puis on a des listes d'attente pour avoir des terrains puis se construire à Saint-Gilbert. En plus, il y a une crise du logement à la grandeur du Québec. C'est sûr qu'on n'a pas vraiment de justification logique pour empêcher du monde de se construire sur des terrains déjà existants, qui ont déjà été approuvés par la CPTAQ, ce qui est déjà énormément difficile, j'insiste. Mais c'est un problème parce que on ne peut pas évoluer. Et non seulement on a besoin de faire une continuité avec nos familles pour qu'ils puissent être capables de s'établir, mais aussi du côté municipal, ça prend des revenus de taxes. Puis c'est pas logique de demander à du monde ailleurs, dans d'autres municipalités, de s'ouvrir des nouveaux quartiers quand tu as une rue qui a plus que 100 ans ici, puis tu n'es pas capable de mettre de maison dessus. Je pense que je peux parler pour tous les élus en disant qu'il y a une frustration. C'est normal parce qu'on s'imagine qu'on a fait 10-15 ans, si c'est pas plus, de combats pour avoir nos terrains avec la CPTAQ et tout d'un coup, tu es prêt pour la loi sur les milieux humides. C'est tellement frustrant. Mais qu'est-ce que tu veux?
Dans ce contexte, Daniel Perron se doit de gérer ses finances de la façon la plus stricte possible. C'est même un peu sa marque de commerce et il en est visiblement fier. Maximiser ses revenus, maximiser ses dépenses, dans le sens de le moins possible pour rien, mais maximiser la qualité de qu'est-ce que tu as pour tes dépenses. En gros, c'est ça, là. Dans le fond, à la base, ça prend du gros bon sens. Oui, il y a de la formation, oui, il y a des connaissances, oui, il y a etc., etc., mais c'est toutes des choses qui s'apprennent avec l'expérience, avec le temps, et puis, avec la volonté surtout aussi. Mais peu importe ce que tu vas apprendre, peu importe ce que tu vas avoir comme formation, si tu n'as pas le gros bon sens pour l'appliquer correctement, ça ne servira pas à grand-chose. Je vais même pousser en osant dire que le charisme, c'est beaucoup considéré habituellement du public. Il est donc bien bon, il parle bien, mais c'est pas ça qui compte. Il sait tout compter, poser vos questions. Puis il sait tout appliquer ce qu'il a compté. C'est les deux questions qui comptent. Comment il parle? Une de ses expressions favorites semble être le gros bon sens. Et ça veut dire pour lui, entre autres, éviter d'avoir à payer de l'intérêt sur la dette. Autrement dit, payer ses infrastructures d'avance quand c'est possible au lieu d'emprunter. Le contexte actuel, selon lui, ne favorise pas du tout cette façon de faire. Présentement, si tu prévois faire une route qui va durer, mettons, 30 ans, bien, tu pourrais emprunter pendant 30 ans. Pendant ce temps-là, le monde qui sont là vont payer pendant 30 ans. Là où j'ai un problème avec ça, c'est qu'un enfant de 5 ans, il sait que ça va coûter moins cher sans intérêt qu'avec intérêt. C'est pas de l'intérêt sur 3 000 $ d'emprunt, c'est de l'intérêt sur 600 000, 1 million, ça dépend de la route que tu fais. Et moi, cet intérêt-là, là, je peux faire bien des activités de loisirs ici. Je vais prendre l'exemple de la fois qu'on avait payé 99 000 d'avance pour se débarrasser. Juste le 5 ans de débarrasser et de payer, là. Bon, bien, c'était tout dépendant du quel taux d'intérêt que tu le calcules, c'était entre 5 000 et 15 000 $ de sauver. Une chose qui pourrait aider, par exemple, ça serait qu'un plan de gestion des actifs devienne obligatoire pour tout le Québec. Ça existe déjà ailleurs dans d'autres provinces. Et présentement, il n'y a pas vraiment ça. Le seul outil qu'il y a présentement pour une municipalité, du moins d'obligatoire, je parle, c'est le plan triennal d'immobilisation, le fameux PTI. Mais ça le dit, triennal, c'est 3 ans. Même 10 ans serait passé. Fait que faudrait que ça devienne obligatoire éventuellement pour que les municipalités puissent prévoir leurs dépenses et leur entretien aussi à long terme jusqu'à leur renouvellement de leur immobilisation, de leur infrastructure. Tout le monde y gagnerait, les municipalités, les citoyens pour les taxes à payer, tout le monde. On ne se mentira pas, certains conseils qui se font élire et que là, il y a quelqu'un là-dedans qui a un plan politique, il a promis telle dépense, ça coûte cher, l'argent se dépense, et après ça, bien, peut-être que d'autres conseils après vont faire la même chose. Et rendu quand c'est le temps du renouvellement, il n'y en a pas d'argent. Mais c'est normal, tous les conseils. Personne qui l'a prévu de tout le long. Alors là, avec un plan de gestion des actifs qui serait fait, bien, tout le monde sera obligé d'en tenir compte tout le long. Ça dépolitiserait, effectivement. Il ne faut pas avoir peur de penser en dehors de la boîte, surtout quand tu es petit. Je vais donner comme exemple la biomasse. Si tu sauves entre 40 et 60 % à chaque année, c'est déjà de l'argent que tu peux utiliser pour d'autres projets. Et si tu fais ça sur plein de choses, ben c'est de l'efficience. Daniel Perron en a aussi contre le fait d'avoir à traiter avec 2 paliers de gouvernement. C'est le seul maire qui nous a parlé de ce problème. Le gouvernement provincial est présentement fait pour faire de l'argent pour lui-même. Je m'explique. Si je demande 100 000 $ pour faire une entrée nouvelle du fédéral, je reçois le chèque en 3 jours, 100 000. Si je demande 15 000 $ au provincial pour ne serait-ce que payer une petite partie d'une route, très petite à 15 000 $, ils vont avoir, j'ai le goût de dire, le culot de me payer en 3 ans, à 5 000 $ par année. Certains fonds, certaines subventions sont à l'origine, exemple la TEC, sont fédérales.
mais il faut qu'il passe par le provincial avant de te l'envoyer et de le payer. Pendant ce temps-là, ils prennent des intérêts pendant qu'ils ont le montant. C'est quelque chose qui est très inefficient. Mais là où Daniel Perron nous a le plus surpris, c'est quand il a affirmé que les petites municipalités peuvent se tirer d'affaire aussi bien que les grandes. La petitesse, selon lui, n'est pas nécessairement un handicap. Et ce ne serait pas une raison pour fusionner deux petites municipalités, d'après lui. J'entends souvent ça, de dire qu'un petit, il ne fait pas assez d'argent, il ne peut pas arriver. Mais s'il fait moins d'argent, il fait moins de dépenses aussi. Alors, c'est supposé s'équivaloir. Fait que le problème, il est dans les dépenses d'abord. Si tu n'es pas capable d'avoir plus de revenus, c'est parce que tes dépenses sont trop grosses. Comment est-ce que tu te fusionnerais? L'autre a le même problème. Ça ne changera rien pantoute. C'est même le contraire. Toi, tu es plus petit, tu as plus de... Tu devrais avoir plus de facilité à le gérer parce que tu en as moins. Tu es plus proche de ta gérance. Bref, tu n'as pas deux directeurs puis un syndicat rendu au bout avant d'arriver à la personne qui a géré, puis finalement, tu ne l'as peut-être jamais vu de ta vie. Tandis qu'ici, ben, tu peux y parler à tous les jours si tu veux, puis tu vas savoir qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'il fait, puis s'il y a de quoi te dire, il va te le dire directement. Et s'il y a une opinion, il a le droit de te le dire. C'est sûr qu'un maire ou n'importe qui au conseil, un élu n'a pas le droit d'aller gérer un employé. C'est ça, c'est la job du DG. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se parler, là, quand même. Il faut être raisonnable. Encore là, c'est du gros bon sens. Dans une petite municipalité, c'est assez rare que tu as le rang X qui n'a pas eu d'asphalte pendant une éternité. C'est assez rare. Tandis que plus t'es gros, ben t'as toujours un rang perdu, une avenue perdue ça fait que j'ai le goût de dire parfois des dizaines d'années qu'ils veulent l'asphalte puis qu'ils sont pas capables d'en avoir. Des délaissés. Moi, j'appelle ça des délaissés. Plus tu te fusionnes, plus tu deviens gros, plus tu vas être délaissé. Puis si tu étais délaissé par hasard dans une petite, imagine que tu vas être dans un plus gros. C'était fait. Ici, on est petit. Si demain matin, tu décides que tu fais l'asphalte, tu fais l'asphalte. Que tu sois plus gros, ben oublie ça. Hein. Premièrement, c'est même plus toi qui décide. Voilà, c'est tout pour cet épisode. À la prochaine!